La dépouille de la reine Elisabeth II est arrivée à Londres mardi soir. Son cercueil sera exposé à Westminster jusqu'aux funérailles du 19 septembre. Un rapport publié par 2 agences de l'ONU souligne l'ampleur du travail forcé à travers le monde. Pour lutter contre ce phénomène, la Commission européenne devrait dévoiler prochainement ses propositions. Le célèbre réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, monument de la nouvelle vague, est décédé à l'âge de 91 ans. Sous les hurrahs et les applaudissements de ses sujets, la dépouille de la reine Elisabeth II a franchi mardi soir le portail du palais de Buckingham pour y passer une dernière nuit, avant 5 jours d'hommage du public à Westminster. Le cercueil de la reine, recouvert de l'étendard royal jaune, rouge et bleu du Royaume-Uni et d'une couronne de fleurs blanches, a été déchargé par les grenadiers du corbillard qui l'avaient transporté depuis l'aéroport de la Royal Air Force, sous le regard attentif de la princesse Anne. Quelques heures plus tôt, l'unique fille de la défunte souveraine a publié un communiqué pour remercier les personnes qui ont témoigné autant d'amour et de respect à sa mère. J'ai eu la chance d'être aux côtés de ma chère mère pendant les dernières 24 heures de sa vie. Ce fut un honneur et un privilège de l'accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l'amour et du respect manifesté par tant de personnes a été un moment d'humilité et de réconfort. Charles III et la reine consort Camilla sont eux aussi revenus à Londres plus tard dans la soirée, après une première visite officielle en Irlande du Nord. Une étape délicate sur fond de tensions communautaires que le nouveau souverain a cherché à apaiser en allant au contact de la foule. Je suis très fière d'être ici aujourd'hui et j'espère que le roi Charles pourra faire avancer la question de l'Irlande du Nord et parvenir à une situation où nous pourrons avoir la paix sur l'île pour les générations futures. J'ai pu lui serrer la main et j'ai pu lui passer une écharpe de l'association des scouts d'Irlande du Nord. Il m'a remercié, puis s'est dirigé vers la personne suivante. Il était très sympathique. Dans les prochains jours, Londres s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs pour les funérailles d'État qui doivent avoir lieu le 19 septembre prochain. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, Kiev va probablement dicter de plus en plus le lieu et la nature des principaux affrontements. D'après l'Institut, Vladimir Poutine conservait cette initiative depuis que les forces russes s'étaient retirées de Kiev pour choisir les lieux des futurs combats. Depuis que les Russes ont commencé à se retirer des environs de Kiev vers fin mars et début avril, l'Ukraine a libéré plus de 60 000 km² de territoire. La libération de la région de Kharkiv s'inscrit dans un long processus qui laisse présager de nouveaux gains ukrainiens et de nouvelles pertes russes. Intéressons-nous maintenant au sud de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a annoncé lundi avoir libéré 500 km² de territoire dans la région de Kherson. Des localités telles que Vysokopilya, Bilogorka et Soukistavok sont désormais sous bannière ukrainienne. Toujours selon l'Institut américain, les images satellites des positions russes à Kiselivka, à 15 km au nord-ouest de la ville de Kherson, montrent que presque tous les véhicules russes ont quitté leur position précédente. Dans son dernier rapport, le ministère britannique de la Défense indique que la Russie pourrait mettre des années à reconstruire l'une de ses unités les plus puissantes après son retrait de la région de Kharkiv. D'après ce rapport, la force conventionnelle de la Russie, conçue pour contrer l'OTAN, est désormais gravement affaiblie. Le Kremlin assure que le président russe est informé de la situation sur le front et insiste sur le fait que la Russie atteindra ses objectifs en Ukraine. La Commission européenne devrait présenter prochainement une proposition pour interdire tous les produits issus du travail forcé. Le texte est en préparation depuis 1 an et des études indépendantes confirment l'ampleur du problème à l'échelle mondiale. Selon un rapport publié cette semaine par 2 agences de l'ONU et une ONG, cet esclavage moderne touche plus de 27 millions de personnes, dont environ 3 millions d'enfants. Ce phénomène implique enfin 86% du secteur privé. Parmi les 14% de situations où le travail forcé est imposé par l'État, la minorité musulmane des Ouïghours, dans la province chinoise du Xinjiang, est souvent citée. En marge de la session plénière du Parlement européen, les Verts ont évoqué cette question et ont souhaité inviter une militante ouïghour.
Depuis 5 ans, nous savons que la Chine utilise les Ouïghours pour le travail forcé. Nous savons quels sont les secteurs particulièrement concernés: le textile, la haute technologie et les télécommunications. Le Parlement européen demande la mise en place d'un instrument identique à celui employé par le Canada et les États-Unis. Lorsque les soupçons de travail forcé sont particulièrement élevés, les entreprises doivent prouver qu'elles n'ont pas recours à cet esclavage dans leur chaîne de production ou auprès de leurs fournisseurs. Les écologistes appellent à ne pas avoir une approche trop prudente. La proposition de la Commission européenne, c'est que ce soit les pays qui enquêtent sur alerte, par exemple, des associations ou des experts ou d'un certain nombre d'entreprises. Donc on risque d'avoir un système assez peu efficace. Une fois présentée, la législation devra être approuvée par le Parlement européen et les États membres. 2 ans après sa publication, elle devra ensuite être retranscrite dans le droit national. Le Bayern Munich a remporté face au FC Barcelone le choc de la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Bavarois s'imposent 2-0 grâce à des buts inscrits coup sur coup en début de seconde mi-temps par Lucas Hernandez et Leroy Sané. Le Barça peut regretter les occasions manquées en première mi-temps, mais a buté sur un grand Manuel Neuer. Avec cette victoire, le Bayern envoie un signal fort à ses concurrents et prend seul la tête de la poule C. De son côté, l'Inter Milan s'est imposé en République tchèque à Pilsen 2-0. Dans le groupe A, Liverpool a dominé l'Ajax Amsterdam sur le fil 2-1, tandis que la rencontre entre les Glasgow Rangers et Naples a été reportée de 24 heures suite au décès d'Elisabeth II. Dans le groupe B, le Bayer Leverkusen a battu l'Atlético Madrid 2-0. Victoire également du club Bruges 4-0 à l'extérieur face à Porto. Les Belges sont en tête de leur poule. Enfin, dans le groupe D, Marseille s'incline face à l'Eintracht Francfort, tandis que le Sporting Portugal a dominé Tottenham. Jean-Luc Godard est décédé à l'âge de 91 ans. Le célèbre réalisateur a eu recours à l'assistance au suicide, une pratique légale en Suisse. Une information confirmée par le conseiller de sa famille. Figure de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard a fait jouer les plus grands acteurs de sa génération, dont Alain Delon, Gérard Depardieu, Jane Fonda ou encore Jean-Paul Belmondo. Considéré comme un monument du cinéma, il a révolutionné le long et court métrage en donnant des rythmes inédits à ses films et a réinventé la narration. Ces films sont pour lui un moyen d'expression de son engagement politique, notamment dans la fameuse période de bouleversements sociaux de mai 68. Il laisse derrière lui de nombreux chefs-d'œuvre, notamment À bout de souffle, immense succès, qui est l'un des films initiant la nouvelle vague. Rien, je te regarde. Le baiser. Autre œuvre phare, Le mépris avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. La tendresse. La vengeance. Le cinéma. C'était un film. Sa filmographie compte aussi Pierrot le Fou avec Anna Karina et Jean-Paul Belmondo. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quel terrible 5 heures du... C'est dans cette maison à Rolle, au bord du lac Léman en Suisse, que Jean-Luc Godard s'est éteint ce mardi à l'âge de 91 ans. Les habitants avaient l'habitude d'apercevoir la silhouette du cinéaste, souvent coiffé de son chapeau. L'annonce de sa mort ravive quelques souvenirs. J'ai eu l'occasion de le croiser et tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Vous n'êtes pas Monsieur Godard? Oui. Je pense qu'il y aura beaucoup de films qui vont repasser. Il était très affaibli, mais c'était notre Godard. On vieillit, voilà, c'est normal, on vieillit tous, voilà. Toujours avec le chapeau. En France, le président Emmanuel Macron a salué un maître du cinéma. Nous perdons un trésor national, un regard de génie, écrit le chef de l'État. Un point de vue partagé dans les rues de Paris par les amateurs de 7e art. Je meurs avec lui et des idées très arrêtées sur un genre de cinéma qui n'existe peut-être plus, ou en tout cas pas dans ce style-là. C'est un cinéma qui laisse des traces quand même. Hein. Donc il n'a pas disparu, Non, il a fait des petits et il laisse des traces. Et puis le cinéma, ce qui est bien, c'est que les films, on peut les revoir. Jean-Luc Godard laisse en héritage une œuvre riche et audacieuse qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma français. En 2018 à Cannes, il avait reçu l'une de ses dernières récompenses, la plus symbolique, une palme d'or pour l'ensemble de son œuvre.